C'est parti. Bon, bienvenue sur le webinaire consacré aux données à caractère personnel et le point sur le règlement européen du 27 avril 2016. Donc, ce webinaire va se dérouler suivant le schéma suivant. Excuse-moi, j'arrive pas à le faire défiler. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je vais laisser Céline Saetti se présenter pour la Rose des Ventes. Je me présenterai moi-même et ensuite on passera au vif du sujet. Donc, les réglementations applicables à l'heure actuelle et présentation donc, du fameux règlement européen, les définitions et les critères d'application de cette législation, les critères de licéité de vos fichiers et de vos traitements, le point sur le délégué à la protection des données personnelles, les sanctions et une petite synthèse. Donc, Céline. Merci. Donc, je me présente. Je suis Céline Saetti, fondatrice du cabinet de conseil en stratégie commerciale La Rose des Ventes. Donc, je crée vos stratégies commerciales lorsque vous lancez des nouveaux produits ou des nouveaux services, mais également lorsque vos ventes stagnent ou baissent. Et je réalise également des prestations commerciales pour qualifier vos fichiers, prendre des rendez-vous ou réaliser des rendez-vous ou manager vos équipes commerciales. Maître. Alors, quant à moi, je suis avocat au barreau de Paris. J'interviens essentiellement en propriété intellectuelle et en droit commercial, contractuel et plus généralement droit des affaires, donc dans la rédaction d'actes et de contrats, et bien sûr dans les actions en responsabilité et en recouvrement. Je suis conseil de PME ou TPE et de créateurs pour la grande majorité de ma clientèle. Donc, sur les législations applicables à l'heure actuelle sur le territoire national concernant le traitement des données à caractère personnel. Il y a bien sûr la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés, qui est la loi fondatrice et qui a créé la CNIL, qui s'implique au traitement automatisé ou non des données personnelles. Plus récemment, a été promulguée la loi pour une république numérique le 7 octobre 2016 qui régit la protection des données personnelles, plus spécifiquement la protection de la vie privée en ligne et qui instaure les principes de neutralité du net, de portabilité des données. Et l'objet de notre webinaire, le règlement européen du 27 avril 2016, qui entre en vigueur directement sur l'ensemble des territoires de la communauté le 25 mai de cette année et qui instaure donc une législation relative à la protection des personnes physiques par rapport au traitement de leurs données personnelles, sachant que la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de ces données à caractère personnel est consacrée comme un droit fondamental. Donc, personne n'est prêt pour l'application de ce règlement et le législateur non plus, puisque le règlement propose aux États nationaux de faire des options sur certaines législations. Ils ont un droit d'option. Il faudra adapter ou modifier la loi du 26 janvier 1978. Donc, comme vous l'avez constaté, la loi sur la République numérique a été promulguée après le règlement du 27 avril 2016. Elle intègre dans le droit national une partie de nouvelles dispositions réglementaires. Cependant, il y a encore tous les décrets d'application à prendre, les options qui n'ont pas été faites. Donc, ne vous inquiétez pas, personne ne sera prêt le 25 mai 2018 et bien entendu, les autorités compétentes tiendront compte de ce flottement législatif. C'est une bonne nouvelle. Voilà, si jamais il devait y avoir quelques difficultés. Donc, l'application de ce règlement et les définitions donc essentielles. Donc déjà, une donnée personnelle, c'est une information relative à une personne physique qui permet de l'identifier ou de la rendre identifiable. C'est la même définition qu'en 1978. Pas beaucoup d'évolution à ce niveau-là. Et ça concerne bien sûr l'identité, les noms, prénoms, coordonnées, mais aussi tout ce qui est identifiant, l'adresse et aussi l'adresse IP, et ça a été jugé que c'est une donnée personnelle, votre numéro de téléphone, vos photos, vos caractéristiques biologiques,
votre génome, par exemple, la géolocalisation, tout ce qui est habitude de consommation, les navigations, vos opinions et toutes sortes de données, sachant que la jurisprudence, il n'y a pas de liste limitative de données personnelles et la jurisprudence est amenée au cas par cas à évaluer si une donnée recueillie peut vous identifier ou vous rendre identifiable et donc peut être caractérisée de données personnelles. La personne à qui appartiennent ces données est désignée par la loi personne concernée. Et donc, c'est la personne objet de droit. Les personnes concernées sont nécessairement des personnes physiques. Le règlement et la loi sera applicable à une personne physique, quelle que soit sa nationalité, qui se trouve sur le territoire de l'Union européenne ou dont les données personnelles sont traitées par un établissement exerçant une activité sur le territoire de l'Union européenne. Il n'y a pas de protection de données personnelles, de données des personnes morales. Il n'y a pas non plus dans le règlement de protection des données des personnes décédées. Mais la loi sur la République numérique a créé la possibilité pour les personnes concernées de prévoir des dispositions à cause de mort, c'est-à-dire soit de désigner une personne référente qui gérera l'ensemble de ces données personnelles à son décès, ou de donner directement à certains de ses interlocuteurs, on pense notamment aux importants réseaux sociaux, de donner ses instructions sur le sort de ces données personnelles en cas de mort. Donc, qu'est-ce qu'un traitement de données? Un traitement, c'est une opération ou un ensemble d'opérations destinées à collecter, enregistrer, organiser, structurer, extraire une donnée personnelle. C'est un ensemble d'opérations automatisées ou non. Les traitements manuels seront aussi soumis au règlement européen, comme il l'était d'ailleurs soumis à la loi de 78. Tout ce qui est communication, transfusion, diffusion, interconnexion, c'est pareil. Il n'y a pas non plus de liste limitative relative aux opérations de traitement de données personnelles, mais tout ce qui est finalement information extraite d'une donnée personnelle s'analysera en un traitement. La personne qui décide de ce traitement et en détermine les finalités et les moyens est le responsable de traitement, donc le responsable au point de vue civil du fichier. Donc, vos fichiers ou vos traitements sont-ils soumis au règlement? Tous les traitements, je viens de le dire, quelle que soit l'ampleur ou la taille de l'entreprise, très important, sont soumis au règlement. Donc, les TPE ne sont pas exonérés de cette législation. C'est des traitements informatiques ou manuels, comme je viens de le dire également. Et c'est les traitements réalisés pour une activité sur le territoire de l'Union. Donc, si vous sous-traitez certains fichiers ou traitements de fichiers en dehors d'un territoire de l'Union européenne, mais que vous utilisez l'information du traitement dans le cadre de votre activité sur le territoire de l'Union européenne, vous êtes soumis au règlement européen. Ne sont pas soumis à ce règlement les traitements effectués par des personnes physiques dans le cadre d'une activité domestique. C'est bien sûr votre calepin, mais aussi toutes vos activités sur les réseaux sociaux ne sont pas soumis, en tout cas en ce qui vous concerne, au règlement de protection des données personnelles, sachant que ces réseaux sociaux, eux, forcément, sont soumis au règlement européen. Tous les fichiers anonymes de données ne sont pas soumis au règlement européen. Si vous anonymisez, excusez-moi, vos fichiers en cours de traitement, vous ne serez plus soumis au règlement européen et le règlement précise expressément que vous n'êtes pas obligé de conserver des informations européennes pour permettre à la personne concernée d'exercer ses droits.
Donner un exemple simple, vous vendez des produits ou des objets sur le territoire français, vous conservez le nom et l'adresse de la personne le temps de l'exécution du contrat, de l'envoi de l'objet, et puis vous avez l'accusé réception et vous ne souhaitez pas garder le nom et l'adresse. Par contre, vous gardez la région et puis l'objet vendu parce que vous faites des statistiques sur ce qui se vend mieux sur un territoire plutôt qu'un autre. Cette anonymisation fait sortir votre fichier des fichiers soumis au règlement. Et vous n'êtes pas obligé de garder, pour ce traitement-ci, de garder des données personnelles pour si un jour la personne vous contacte en disant « il y a une erreur sur mon adresse », le fichier est anonymisé, la rectification d'erreur devient sans incidence et vous n'êtes pas obligé de garder un fichier intact pour qu'elle puisse exercer son droit à rectification, par exemple. Sont interdits les traitements qui révèlent les origines raciales, ethniques, religieuses, politiques, les convictions syndicales ou philosophiques, et aussi tout ce qui est traitement sur les données de santé biométriques, la vie sexuelle et l'orientation sexuelle d'une personne. Sont interdits sauf consentement explicite et exécution d'obligations plus strictes prévues par le règlement concernant ces fichiers. Donc, si vous êtes amené à traiter de telles informations, sachez que vous faites partie d'un régime qui finalement est beaucoup plus strict que celui que je vais être amené à décrire dans ce webinaire, qui est, je dirais, le régime simplement de droit commun, enfin qui va devenir de droit commun à l'entrée en vigueur du règlement. Les critères de licéité des fichiers et des traitements qui en sont faits sont définis à l'article 5 du règlement. Et tous ces critères qui déterminent la licéité d'un traitement, vous le verrez, ont en concordance ou en parallèle des droits pour la personne concernée. Les fichiers doivent être traités de manière loyale et transparente. Ils doivent avoir une finalité et un objet non seulement explicite, légitime, mais déterminé. Les informations traitées doivent être strictement nécessaires à l'objet du fichier. Une minimisation des données est requise. Elles doivent être exactes. La conservation doit être limitée dans le temps. Et enfin, vous devez assurer une certaine sécurité et une confidentialité à vos données et au traitement que vous en faites. Donc, à partir de là, ces critères, il vous appartient de les respecter et vous n'avez désormais plus, enfin vous n'aurez plutôt désormais plus à partir du 25 mai, aucune obligation de déclaration préalable ou d'autorisation préalable de la CNIL. Le principe de responsabilité qui prédomine dans le règlement. Et donc, c'est à vous de mettre en conformité vos fichiers pour qu'ils respectent les critères de l'article 5. Donc, vous êtes obligé d'abord de recenser les traitements de données personnelles et leurs caractéristiques, donc c'est-à-dire la nature des données, la finalité du traitement, les acteurs du traitement, donc c'est dans votre entreprise qui organise ce traitement, et vous verrez qu'en fonction des fichiers, vous avez plusieurs organisateurs de traitement, celui qui va traiter les salariés, les fichiers paye et la comptabilité, c'est pas forcément le même que celui qui va traiter le fichier fournisseur ou le fichier clientèle. Il faudra identifier tout ça, éventuellement vos sous-traitants, et la circulation, les flux de vos données. Donc ça vous oblige évidemment à bien définir l'ensemble de vos fichiers, sa finalité, décrire les données concernées, mais aussi identifier les personnes qui collectent les données, éventuellement celles qui les traitent et ne sont pas les mêmes, identifier vos sous-traitants, prendre contact avec vos sous-traitants pour vérifier chez eux quel est le niveau de sécurité et qui traite chez eux les données, et vérifier dans la mesure du possible la sécurité et l'intégrité qui leur est accordée. Vous devez recueillir le consentement éclairé et qualitatif de la personne concernée. Toutes ces informations que vous recueillez, vous devez
il doit être possible de les retransmettre à la personne concernée pour qu'elle donne son consentement. Et donc, ce consentement va concerner strictement le fichier concerné avec la finalité que vous lui avez attribuée dans la durée que vous lui avez attribuée également. Donc, vraiment, un consentement de la personne beaucoup plus qualitatif que celui qu'on avait actuellement. Ce consentement n'est pas nécessaire lorsque vous recueillez les données personnelles pour l'exécution d'un contrat, le contrat de vente que je vous disais tout à l'heure. Le nom et l'adresse sont nécessaires pour l'envoi du bien. Cela dit, le consentement recueilli dans le cadre de ce contrat ne vaut que pour ce contrat. Vous ne pourrez pas garder ensuite les coordonnées pour faire après du démarchage téléphonique, par exemple, sauf consentement express de la personne concernée pour ce démarchage téléphonique. Vous n'êtes pas obligé de recueillir le consentement quand le traitement de la donnée est nécessaire pour respecter une obligation légale. C'est le cas vis-à-vis des salariés pour l'établissement de leur bulletin de paye. Il faut leur nom et leur adresse. Aussi pour vos clients pour l'établissement des factures et la conservation des factures, qui est une obligation comptable. Mais là, c'est pareil. Si vous conservez le nom et l'adresse et les fichiers dans vos fichiers factures, ce n'est que pour respecter vos obligations comptables, votre obligation légale. Et enfin, lorsque le traitement est dicté par les intérêts légitimes poursuivis, on est là plus dans le cadre d'obligations sanitaires, par exemple, des personnes morales. Mais la jurisprudence sera très certainement amenée à mieux décider qui vous exonère de recueillir le consentement de la personne concernée. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce consentement est éclairé et c'est pour ça aussi que vous avez une obligation d'identification de vos fichiers, de leur finalité, c'est pour pouvoir le retransmettre à la personne. Et donc, les informations qui lui sont transmises doivent être de manière claire et intelligible. Et donc, vos obligations d'information et votre matériel contractuel devenant, de par les diverses législations auxquelles vous êtes soumis, certainement de plus en plus important, il faut bien veiller à ce que ça soit sorti du contrat pour que la personne sache précisément à quoi elle consent et non pas que ça soit noyé dans un instrument contractuel toujours un peu plus volumineux. Si la personne est Pardon, il faut que l'information soit claire. Oui, il faut qu'elle soit claire et oui, voilà. Mais c'est vrai que en dehors de cette obligation de recueillement du consentement pour le traitement des données personnelles, vous pouvez en avoir aussi, vous avez des conditions générales de vente à transmettre, vous avez aussi d'autres informations, par exemple, à transmettre aux consommateurs. Et toutes ces informations doivent être claires. Donc, ça fait qu'au bout d'un moment, vous avez des espèces de flyers d'informations claires successives à donner. C'est pas toujours évident. Il faut peut-être demander le consentement selon les tranches d'exécution contractuelle à des stades différents pour qu'à chaque fois le consommateur puisse se repérer. Tout à fait. Bon, pour les mineurs de moins de 16 ans, il faut recueillir le consentement de l'autorité parentale. Là, il y a un droit d'option laissé par le règlement aux États qui peuvent abaisser cet âge de minorité sans pouvoir aller en deçà de 13 ans. Pour l'instant, la France n'a pas opté, puisqu'elle n'a pas encore mis en œuvre dans sa législation le règlement. Et c'est à vous, ou enfin aux responsables du traitement, d'apporter la preuve du consentement de la personne concernée. Donc, en cas de consentement informatisé, voyez bien à mettre en place avec votre informaticien tous les paramètres pour archiver les preuves des consentements que vous réclamez. Ces processus organisationnels, il faut les mettre aussi en place pour s'assurer des dispositifs de sécurité et de confidentialité, qui est aussi une de vos obligations, pour veiller à limiter la quantité des données traitées. C'est vraiment des paramètres finalement à mettre en place avec un prestataire informatique.
En cas de violation du fichier et des données, de la confidentialité des données, vous avez une obligation d'en informer l'autorité de contrôle qui reste la CNIL en France, si possible dans les 72 heures. Vous devez assurer le respect des droits de la personne concernée. Et on revient toujours un peu à la même chose. Vos obligations sont des droits pour la personne en face. Donc, elle a le droit à la transparence pour exercer son consentement de manière éclairée, comme on vient de le dire. Elle a le droit à l'information, à la rectification, à l'effacement. Elle a le droit à la limitation du traitement. Donc, l'objet du traitement est un droit pour la personne concernée, la portabilité des données qui a déjà été introduit par la loi République numérique en France, un droit d'opposition, bien sûr, de ne pas consentir, et un droit de refuser à ce qu'une décision qui a un impact juridique pour elle soit prise uniquement à partir d'un traitement informatisé. Imagine là tout ce qui est bancaire ou assurantiel. La personne a toujours le droit à une étude personnelle d'un dossier. Il vous appartient aussi de vous assurer, lorsque des données personnelles sont traitées par vos sous-traitants, que eux aussi présentent ces mêmes garanties que celles que vous allez mettre en place, des garanties suffisantes pour respecter l'intégrité et la confidentialité des données le cas échéant. Et lorsque vous mettez en place un traitement de données personnelles à grande échelle, qui s'assimile à du profilage, vous devez, avant de mettre en place ce traitement, faire une étude d'évaluation des risques, une étude d'impact sur la vie privée. Et le profilage, c'est l'un des seuls traitements encore de données personnelles qui nécessite une autorisation préalable de la CNIL. Alors évidemment, pour vous permettre de mettre en place toutes ces mesures à venir, les États doivent élaborer des codes de bonne conduite et là, le règlement européen prévoit expressément que ces codes de bonne conduite doivent tenir compte de la situation et de besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises. Donc, on ne demandera certainement pas le même niveau de sécurité à une petite PME qu'à une grande entreprise, sauf si vous avez une PME qui traite de données sur la santé ou du génome, où là, forcément, vous avez des données sensibles et vous avez des obligations plus importantes. Sur le délégué à la protection des données personnelles, il est obligatoire d'en désigner un si vous êtes une administration appartenant au secteur public, ce que je ne pense pas que ce soit le cas des participants à ce webinaire. Si vos activités plutôt principales vous amènent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle, c'est le cas du profilage. Vous avez l'obligation de mettre en place un délégué à la protection des données personnelles, ou si votre activité vous amène toujours à grande échelle à traiter de données sensibles, celles relatives à la santé, par exemple, ce que je viens de vous donner, mais aussi relatives à des condamnations pénales ou des infractions. On pense aux sociétés privées qui ont désormais le droit de donner des amendes. Elles ont l'obligation de désigner un délégué à la protection des données personnelles. Sinon, ce délégué, cette désignation est facultative. Le délégué à la protection des données personnelles peut être un de vos salariés, mais également une personne extérieure. C'est votre conseil. Elle vérifie la conformité de vos fichiers et de vos traitements au règlement européen. Elle est votre interlocuteur et celui de la CNIL, le cas échéant. Quelles sanctions si vous ne respectez pas tout ça? C'est des sanctions administratives d'abord, des amendes données par la CNIL qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Donc là aussi, même si toutes les entreprises et toutes les personnes sont soumises au règlement, il y a quand même la prise en compte des petites et moyennes entreprises dans cette notion de proportionnalité. Cependant, les amendes peuvent s'élever quand même jusqu'à
20 millions d'euros, ce qui laisse un large pouvoir d'appréciation à la CNIL, et elles peuvent atteindre 4% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent pour les très grandes entreprises. Donc, elles peuvent être vraiment très dissuasives. Il peut aussi y avoir une sanction civile judiciaire si la personne dont les droits ont été violés justifie d'un préjudice. Elle peut bien sûr en réclamer l'indemnisation devant les juridictions compétentes. Donc, en conclusion, il n'y a plus de paperasserie, excusez-moi, il n'y a plus de déclaration préalable ni d'autorisation préalable a fortiori. Il y a un principe de responsabilité, c'est à vous de recenser vos fichiers, de documenter vos dossiers sur vos fichiers, avec pour chaque fichier, déterminer le responsable du fichier, déterminer la documentation qui lui assure la sécurité technique et l'intégrité des données. En cas de contrôle, vous devez pouvoir ressortir l'ensemble de ces documents. Le consentement de la personne concernée est renforcé et mieux encadré. Et enfin, le rôle de la CNIL évolue et on est tous dans l'attente des codes de bonne conduite pour mettre sur les rails toutes les pratiques. Donc, je vous propose, puisque ça rentre en vigueur le 25 mai 2018 et que c'est à cette date que vous devez être prêt, d'ores et déjà vous exercer en recensant vos fichiers, vos traitements de données personnelles, et je vous invite à vous rendre sur le site de la CNIL qui vous donne toutes les étapes pour établir ce recensement et pour vous mettre au pas de marche pour le 25 mai et qui vous donne les questions à vous poser. Quels fichiers sont concernés? N'oubliez pas vos fichiers internes, parce que ça ne concerne pas que les fichiers vis-à-vis des personnes à l'extérieur. Vos fichiers salariés, vos fichiers fournisseurs, vos fichiers clients. Qui les gère, qui collecte les données, qui les traite, pourquoi ce fichier, quelle est sa finalité, où est-il effectivement hébergé, quelle sécurité l'entoure, combien de temps je conserve ces données, et c'est une question que ça, pour le coup, vous n'êtes jamais posée, mais il faudra désormais. Et donc, la CNIL vous propose même un modèle de petit tableau à tenir pour au moins faire cette première démarche de recensement. Et ce recensement doit être fait aussi bien pour les fichiers qui sont détenus au sein de votre entreprise que ceux que vous sous-traitez. Je vous ai parlé tout à l'heure de vos bulletins de paye qui peuvent facilement être sous-traités à un comptable. Il faut déterminer dans le cabinet comptable qui gère votre paye quelle personne et où sont les fichiers et quelle sécurité le comptable lui adjoint. Donc, une fois ce petit travail fait, vous aurez déjà pas mal avancé dans votre... et vous serez un peu plus prêt pour le 25 mai 2018. Voilà. J'en ai fini de mes explications. C'est un très bon travail à faire, un très bon travail préparatoire. Je vous encourage vivement à le réaliser. Avez-vous des questions? Si nous n'avons pas de questions, nous allons pouvoir clore ce webinaire en remerciant chaleureusement Maître Frétel de son temps et de la qualité de ce webinaire. Merci beaucoup, Maître. Merci. Et nous vous disons à bientôt pour un prochain webinaire de droit. À bientôt et bonne journée. Bonne journée.